Bien, on va commencer pour ce dernier débat sur l'aide à mourir, les choix pour les acteurs de la relation patient-médecin. On va quand même attendre Madame Louis Vada pour qu'elle puisse introduire le débat. Voilà, elle arrive. Excusez-moi à tous. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais, Dernière table. Dernière table ronde, aide à mourir. Quel choix pour les acteurs de la relation patient-médecin? Il vous revient en tant que modératrice d'ouvrir un petit peu le champ du débat. Et puis après, évidemment, je présenterai les uns et les autres. Parfait. Et donc, merci à tous de rester pour cette dernière table que l'on a pensée dans l'organisation de la journée avec la section en se centrant un petit peu sur déjà ce qui se faisait ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai à côté le docteur François Damas. Et en partant de ce qui se fait ailleurs, avoir aussi l'impression de ce qui se joue à ce moment-là, dans ce choix. Et puis ensuite, avoir partagé les opinions sur être favorable, ne pas être favorable. Enfin, comment se prend la décision côté du patient, mais également côté du soignant. Voilà, c'est un peu l'objet de cette table. Je vous laisse la parole. Oui, alors donc, je vais présenter nos invités. Anne Vivien, médecin et vice-présidente de l'ADMD. Merci d'être avec nous. À mes côtés, Raphaël Gourevitch, vous êtes psychiatre à Paris, au GHU de Sainte-Anne, à Paris. Je le disais, François Damas, qui est à côté de Madame Louis Vada, qui est chef de service des soins intensifs à Liège, en Belgique. Madame Ossini, qui est psychanalyste et philosophe, et Bruno Dellaporta, néphrologue, philosophe, docteur en éthique médicale et philosophie d'appliquer à la santé. Je voudrais commencer avec François Damas, parce que vous arrivez de Belgique, là où la loi est en vigueur depuis quand même pas mal de temps, pour que vous nous disiez un petit peu votre retour d'expérience personnelle, notamment peut-être sur l'application de la loi, ce que vous disent les médecins, ce que vous disent les patients. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui après plusieurs années d'exercice? Bien, je vais cibler mon propos, si vous voulez bien, sur l'évolution de l'opinion médicale, puisqu'on s'adresse essentiellement à des médecins ici, vis-à-vis d'une loi qui est bien promulguée depuis effectivement 23 ans. Alors, au début, lorsque les discussions ont lieu au Parlement, l'opinion générale médicale est négative. En particulier, toutes les instances médicales auxquelles les médias s'adressent et que les responsables politiques interrogent, elles sont toutes contre. Que ce soit les sociétés savantes, les soins palliatifs particulièrement, les associations particulières et même les syndicats médicaux sont opposés à une modification de la loi. Et personnellement, à cette époque, fin du XXe siècle, moi aussi je partage cette opinion générale que pourquoi est-ce que les médecins devraient être ennuyés par des juristes qui viennent un peu mettre leurs pieds dans notre domaine réservé. Nous faisons la médecine depuis des siècles, je ne vois pas pourquoi il faut qu'on vienne nous apprendre notre métier. En gros, c'est un peu notre opinion généralisée. Et puis, les débats ont lieu et quand on interroge et qu'on fait une sorte de sondage, on s'aperçoit quand même que les médecins de première ligne, ceux du terrain, ne sont pas si défavorables au changement de loi. Il y a à peu près 20 à 30% des médecins qui sont favorables au changement de la loi. Une bonne autre partie est parfaitement une majorité silencieuse, qui n'a pas beaucoup d'opinion. Et facilement, 30 à 40% sont tout à fait opposés à cette avancée législative. Quand la loi est promue, elle va devoir s'appliquer, elle va être appliquée très, très progressivement. Il y a une sorte d'attentisme de la part des médecins et des soignants vis-à-vis de cette loi. Les malades ne s'en saisissent pas tout de suite.
ça va être quelque chose qui va être très progressivement implémenté, d'abord dans les milieux hospitaliers, parce que cette loi fait peur surtout aux médecins généralistes qui sont, comme vous le savez, souvent un peu isolés au domicile, sans beaucoup d'appui. Et donc, les premiers exemples vont avoir lieu dans les milieux hospitaliers. Très très progressivement. Il y a de nombreux obstacles qui sont mis par les équipes ou par une résistance naturelle vis-à-vis d'un patient qui fait une demande particulière auquel on n'a jamais été confronté ou que si on avait été, on l'avait ignoré habituellement. Et puis, les exemples d'euthanasie qui, contrairement à ce que une bonne partie de ce qu'on entendait dire par les autorités médicales, comme quoi ces demandes n'existaient pas, ou si elles existaient, il suffisait de s'occuper correctement des malades pour qu'elles disparaissent, on s'est aperçu effectivement que ces demandes existaient bel et bien. Elles étaient maintenues par les patients qui les demandaient et qui, lorsque, en particulier dans un service hospitalier, un malade fait une demande d'euthanasie, eh bien, il mobilise évidemment toute l'équipe soignante pour lui fournir des soins palliatifs. C'est la réaction naturelle des soignants de fournir les aides et les soins et les traitements adéquats pour que la demande disparaisse. Et malgré tous les efforts, un certain nombre de demandes persistent. Et donc, on s'est aperçu que la procédure qui aboutit pour finir à un dernier acte, eh bien, cette procédure peut se terminer par une expérience positive. On s'en est rendu compte progressivement, positive pour le malade qui ne peut plus en donner beaucoup de commentaires, mais surtout pour les familles et pour les soignants. Et progressivement s'est installée dans la pratique une intégration quasi immédiate des éléments de soins palliatifs qui existent dans tous les hôpitaux en Belgique. Vous devez savoir qu'il y a unité. Pour qu'un hôpital ait son agrément et ait du financement, il faut qu'il y ait une unité palliative dans toutes les institutions hospitalières en Belgique. Et il existe aussi au niveau de toutes les provinces qui sont équivalentes au département en France. Il y a une plateforme de soins palliatifs qui coordonne un peu les soutiens aux équipes de première ligne que sont la médecine au domicile par les médecins généralistes et les infirmières libérales. Bien. Et donc, après quelques années, on s'aperçoit que l'opinion médicale a complètement basculé. Maintenant, vous avez une majorité écrasante de médecins qui trouvent que la loi de 2002 est une avancée très positive, qu'on a diminuer ce qu'on peut qualifier le mal mourir en Belgique. On a fait vraiment des progrès considérables, non seulement pour les personnes qui font une demande d'euthanasie qui aboutit, mais pour tous ceux qui sont accompagnés par des soins palliatifs beaucoup plus implémentés, beaucoup plus dynamiques maintenant que la loi existe, puisqu'il faut dire que la loi sur l'euthanasie a été promulguée en même temps que la loi sur les droits du patient, qui même loi que la loi Kouchner chez vous, même année, qui a modifié quand même l'importance accordée au point de vue du malade et à la relation médecin-patient, et qui avait évidemment, comme pour vous actuellement, une loi qui était spécifique pour les soins palliatifs. Et donc, ce qu'on a pu observer, enfin, maintenant, si on faisait un sondage, je pense qu'il reste encore 5 à 10% de médecins opposés, farouchement, peut-être encore 10-20% qui sont sans opinion, et tout le reste est favorable à la loi. Mais ce n'est pas pour dire que 80% des médecins sont capables de faire une euthanasie. Pas du tout. Effectivement, il faut bien admettre que cet acte n'est pas réalisé facilement par un médecin quelconque, et que même si l'opinion générale est favorable, ceux qui s'engagent dans cette procédure restent quand même minoritaires, et on peut peut-être compter sur 15% des médecins réellement. Et ça, c'est très important de le préciser. Qui pratiquent l'acte. Mais vous conviendrez avec moi que tous les médecins ne sont pas confrontés à des problèmes de fin de vie. Hein. Vous savez, nous avons quand même toute une série de confrères qui ne sont jamais confrontés à des problèmes de fin de vie. Donc, il faut s'intéresser aux spécialités qui sont confrontées au phénomène de fin de vie.
Et donc, il faut interroger les oncologues, les gériatres, les médecins généralistes, les urgentistes et particulièrement les intensivistes que je suis. Est-ce que vous estimez, et après on fera tourner un peu la parole, est-ce que vous estimez que la relation entre le médecin et le patient a été complètement bouleversée ou est-ce qu'au contraire, ça reste plutôt stable? Ben, non, ce n'est pas resté stable. Je pense que la relation, la confiance que l'opinion publique et que les malades en particulier ont vis-à-vis du corps médical s'est renforcée considérablement. Pourquoi? Parce que ces lois, elles conduisent les médecins à écouter les patients, à écouter les familles. Comment voulez-vous que celles-ci nous reprochent quelque chose quand on prend le temps de les entendre, de les écouter, de les accompagner dans leur choix? C'est ça ce que les lois nous ont renforcé à faire. Et c'était, je pense, une excellente direction dans l'amélioration du lien médecin-malade. Oui, parce que là, on est vraiment dans le concret. Tout à l'heure, il y avait une question en disant dépasser les questions sémantiques et aller dans le concret, dans les applications de la loi. Mais là, vous y êtes complètement intégré. Alors j'aime bien de le dire, mais vous le savez, ça déjà, on l'a déjà dit dans toute la presse, qu'une procédure qui peut aboutir à une euthanasie, j'aimerais bien rajouter une idée à ce propos, si je l'oublie, rappelez-le-moi, la procédure qui peut aboutir à une euthanasie implique que la relation médecin-malade est complètement renversée par rapport à la position que nous occupons normalement. Il y a ici un renversement du consentement. C'est le patient qui décide et c'est le médecin qui consent. Là, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre et qui rend possible effectivement cette procédure qui peut aboutir à un acte qui peut être considéré comme épouvantable, mais qui, au terme de cette procédure, devient réellement un acte de soin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est rendu possible, parce qu'il devient un acte de soin. Si ça ne l'était pas, on le fait peut-être une fois, on ne le fait pas deux. Et c'est vrai que, néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même une série de médecins qui sont plus familiers ou plus familiarisés ou plus à l'aise en accompagnant ces procédures-là. Mais je balance entre deux opinions en disant que tout médecin devrait pouvoir s'occuper des soins palliatifs là où il se trouve, et y compris dans les soins palliatifs une possibilité d'euthanasie quand le malade le réclame. Là où un médecin étant en charge d'une pathologie grave et mortelle à terme, il devrait pouvoir assumer les soins jusqu'au bout. C'est l'opinion que je défends. Les soins palliatifs devraient être faits par tous les docteurs. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas réservé à une catégorie particulière de soignants. Mais j'ai cette opinion, mais je dois bien admettre néanmoins que pour s'occuper effectivement de procédures aussi lourdes, parce que ça demande du temps, il faut s'impliquer, il faut s'engager. On ne peut pas, comme on dit tout à l'heure, faire une procédure et puis dire je suis en vacances, je passe ça à mon collègue. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose d'un engagement du médecin, donc c'est quelque chose d'important et de majeur. Et on peut admettre effectivement que, comme pour les accouchements, je serais confronté à un accouchement et on dit j'ai bien le diplôme de docteur en médecine, chirurgie, accouchement, vas-y, accouche la femme. Je serais effectivement très mal à l'aise si je devais faire le travail d'un obstétricien. Mais l'expérience et mon histoire médicale m'a amené à accompagner les personnes qui font une demande d'euthanasie peut-être plus facilement que certains autres docteurs. Et effectivement, je suis devenu peut-être un obstétricien de la mort. Bon. Maintenant, je vais rajouter une dernière chose. Une dernière chose importante, mais essentielle. La loi a permis une libération de la parole du malade et une libération de l'oreille du docteur. On parle de la mort beaucoup plus facilement maintenant en Belgique qu'autrefois. Avant, c'était interdit. Nous étions paralysés et peureux des conséquences qui pouvaient nous concerner si nous nous engagions dans des procédures qui n'étaient pas parfaitement légales. Donc, on bouchait nos oreilles. Maintenant, la parole est libre. On parle des fins de vie, on parle des choses qui vont arriver, on parle des scénarios, on parle des projets même, des projets de fin de vie, qui est une notion nouvelle et assez extraordinaire. Peu importe, je ferme la parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on parle d'euthanasie qu'on aboutit à une euthanasie, évidemment. Mais sur 10 demandes d'euthanasie, il y en a peut-être une ou deux qui vont aboutir réellement à un dernier acte. On l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir la potion magique. Le fait d'avoir la potion magique dans sa table de nuit, ça nous rassure. Le fait d'avoir le joker qu'on peut sortir en disant « je veux d'euthanasie », le fait de l'avoir, eh bien, c'est suffisant. Et les choses peuvent se passer mieux que ce qu'on redoutait. Ce qui veut dire
que maintenant qu'il y a 2,5% d'euthanasie déclarée pour toutes les morts réalisées en Belgique, ça fait 4500 par an, vous multipliez par 10, peut-être on doit aller par 5 ou 6 pour savoir combien de personnes ont parlé d'euthanasie avant de mourir. C'est considérable, c'est significatif, c'est majeur, c'est un changement complet de la relation à la mort que les contemporains en Belgique ont depuis 22 ans. Enfin, il a fallu le temps pour que ça s'engage. Mais les discussions et les dialogues pour la mort du malade vis-à-vis de son médecin, du malade vis-à-vis de sa famille, c'est une amélioration majeure. Alors, voilà. Forme de révolution que M. Damas nous dit aujourd'hui. Raphaël Gourevitch, vous, quand vous entendez ça en tant que psychiatre, comment est-ce que vous imaginez aussi concilier tout simplement la volonté du patient et la fidélité au principe du médecin, et puis ce qui vient d'être dit, la libération de la parole autour de la mort? Alors, merci de me donner la parole d'abord. Quand j'entends ça, je suis un peu mal à l'aise, je veux dire, quand j'entends ça, parce qu'effectivement, donner la mort, qu'on puisse parler de la mort, évidemment, c'est très important. Et moi qui suis psychiatre, des patients qui veulent mourir, j'en entends tenter plus. Je pense que la déontologie, ça consiste à agir en responsabilité. Ça ne consiste pas à abandonner les patients au nom de l'autonomie et de la liberté. Je pense que, effectivement, il est très important que les gens se sentent libres de nous parler de leur désir de mort. Ensuite, on n'est pas obligé de l'entendre au premier degré, et je pense que c'est vraiment s'aveugler volontairement que de ne pas vouloir entendre ce qu'il y a d'implicite derrière. Qui est bien souvent une demande de soulagement, une demande de vivre mieux, une demande de ne plus souffrir. Et ça, pour le coup, il y a des interventions médicales ou psychologiques à proposer, même quand il n'y a pas de maladie psychiatrique avérée. Il ne s'agit pas de dire que toutes les demandes de mort s'inscrivent dans une pathologie psychiatrique caractérisée. Mais en tout cas, il y a certainement de l'aide à proposer. Donc je pense qu'il ne faut pas refuser d'entendre ça. Je crois que la déontologie, ce n'est pas la démission. Mais vous entendez aussi ce qu'a dit François Damas, c'est-à-dire que depuis plus de 20 ans maintenant, c'est une forme de renversement qui a eu lieu entre le patient et le médecin, mais c'est aussi la libération de la parole. Et je voulais revenir là-dessus. C'est ce qui risque de nous attendre demain, a priori. Oui, alors ce renversement, effectivement, je ne vois pas très bien d'autres domaines médicaux où ce sont les patients qui imposent des décisions aux médecins. Je pense que nous avons un devoir, je comprends la loi Kouchner, je l'approuve, j'y souscris, enfin tout ce qu'on veut. Pour autant, je ne suis pas tenu d'exécuter tout ce que me demandent les patients. Et si j'étais chirurgien et qu'un patient me demandait de lui arracher un bras, je ne le ferais pas au motif qu'il le demande. De même, il me semble que quand un patient me demande la mort, je ne suis pas obligé de souscrire à cette demande. En revanche, je dois l'entendre, je dois essayer de comprendre avec lui ce qui lui fait demander cela et essayer d'y répondre au mieux. Voilà. Ensuite, bien sûr que la parole a eu tendance à se libérer, et c'est tant mieux au cours des dernières années. Moi, j'en porte pas du tout le crédit à cette loi. Je crois qu'il y a plutôt des évolutions sociétales qui font que on est désormais avec les patients, avec nos patients, dans des relations plus partenariales qu'avant, moins paternalistes. Je crois que c'est une évolution sociétale. Encore une fois, je ne fais pas le lien avec l'évolution qu'il y a pu y avoir en Belgique ou ailleurs. Quand les patients viennent vous voir, quand les patients viennent vous voir, François Damas, dans quel état psychique peut être le patient quand il vient demander de l'aide à mourir? Alors, si on ne peut pas faire de généralité. Voilà, on ne peut pas faire de généralité. Et puis, encore une fois, moi, les patients que j'entends me demander à mourir, c'est un psychiatre qui vient me voir, donc, ou qu'on les a amenés voir. Je pense que quand on demande à mourir, c'est toujours parce qu'on est à bout de ressources psychologiques. Je ne crois pas qu'il soit possible de faire la distinction entre deux demandes qui seraient valides, rationnelles, raisonnables, et auxquelles prétend s'adresser la loi, qui seraient des demandes qu'il faut entendre, et non seulement qu'il faut entendre, mais auxquelles il faut souscrire, et puis des demandes qui seraient farfelues, celles des malades mentaux, et auxquelles on ne peut pas donner suite. Je vous dis ça pour aller plus loin, parce que tout à l'heure, on disait qu'il faut des garde-fous. On disait également, on a entendu dans les prises de parole, il ne faudrait pas que tout le monde et n'importe qui puisse y accéder. Alors,
Oui, quand vous dites garde-fou, vous voulez dire qu'il faut être capable de placer le curseur. Ouais. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y ait besoin d'un curseur. Je pense qu'il faut ne pas le faire. Je pense qu'il ne faut pas y aller, parce que le garde-fou, il sera immanquablement dépassé un jour ou l'autre. C'est un droit, hein, c'est le droit à l'aide à mourir. Comme tous les droits, il a tendance à s'étendre. Ce qui est interdit, ce qui est autorisé pour certains a une tendance naturelle à être autorisé pour tout le monde. Puisqu'on l'autorise pour certains, pourquoi pas pour les mineurs, pourquoi pas sur des critères économiques, pourquoi pas au nom de l'autonomie en général sans aucun critère médical. Donc moi je ne suis pas pour les garde-fous, je ne suis pas pour le curseur, je suis pour le bouton on-off, et je pense qu'il faut qu'il reste sur off. C'est votre avis. Madame Vivien. Anne Vivien, vous êtes médecin, réanimatrice, représentante de l'ADMD, c'est l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Donc vous avez 2 casquettes, j'allais dire, médecin et membre de cette association. Est-ce que vous avez 2 opinions? Non, je n'ai pas 2 opinions. J'ai 2 casquettes, mais je n'ai qu'une opinion. Je suis pleinement en accord avec les objectifs et les actions de l'ADMD pour que chacun ait une vraie liberté de choisir en France jusqu'au bout de sa vie, et qu'une loi protège les médecins qui acceptent d'intervenir à la demande des malades lorsqu'ils subissent des souffrances intolérables dans des situations sans issue. Là, la réunion d'aujourd'hui était portée sur, pour cette table ronde en particulier, quel choix pour les acteurs de la relation patient-médecin. Je trouve que c'est une question très difficile et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et moi, j'avais compris que le débat d'aujourd'hui avait pour objectif de se préparer à l'arrivée d'une nouvelle loi dépénalisant l'aide à mourir. Je ne suis pas complètement sûre que tout le monde ait compris ça, d'après ce que j'ai entendu depuis ce matin. Mais cette loi, un jour ou l'autre, on va la voir. Et donc, il faut s'y préparer. Notre confrère belge nous a bien expliqué l'évolution qu'il y avait eu entre le moment de la loi votée en Belgique et l'évolution des mentalités qui étaient très majoritairement contre avant et qui ont évolué avec la loi, qui comportait comme la nôtre un volet soins palliatifs, un volet aide à mourir, sous forme d'euthanasie essentiellement au niveau de la Belgique, plus un renforcement des droits des malades. Donc c'était une loi très complète. Un jour ou l'autre, nous aurons cette loi en France et il faut s'y préparer. En tant que médecin, vous devez vous y préparer. Ça me semble absolument indispensable. Et pour moi, la priorité est de placer le malade au centre des décisions qui le concernent et de lui permettre, jusqu'au bout de sa vie, un choix libre et éclairé de l'accompagnement qu'il souhaite. Quels vont être les choix? Le patient va avoir le choix de demander une aide à mourir, et pas seulement, comme actuellement, une aide à vivre le mieux possible une situation sans issue jusqu'à sa fin naturelle, entre guillemets. Le médecin va avoir le choix de faire valoir sa clause de conscience ou de refuser de participer au cas par cas. Mais il devra être disponible à cette demande. Il devra être capable de l'entendre. Il devra avoir du temps et une très grande qualité d'écoute. Et le malade, informé des possibilités de soins, doit pouvoir y accéder ou les refuser et décider en dernier ressort de demander une aide à mourir s'il subit des souffrances intolérables. Voilà quelle est ma position et je n'ai pas besoin de 2 opinions. Très bien. Firouzja Hosseini, quand vous avez entendu Madame Vivien, quand vous entendez Monsieur Damas, on voit bien que on va aussi, comme le disait Madame Vivien, rentrer dans cette loi à un moment donné, peut-être dans les prochains mois. Et on voit bien aussi que la relation entre le médecin et le patient est en train d'être bouleversée. Vous le constatez, vous aussi?
Ben moi, je n'exerce plus. Pardon. Ah, C'était pour Madame Ossini. entendu le début. C'est pas grave. Alors, je crois que pour l'instant, la loi n'est pas passée, elle n'est pas encore non plus passée par la navette, et puis je crois aussi que les confusions sont encore majeures dans la population générale. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même confusion que dans celle dans laquelle j'étais, hein, c'est-à-dire de confondre les 5 cas qui unissent l'acte médical et la mort, de confondre une sédation avec une euthanasie, limitation arrêt de traitement aussi, etc. Donc ces points ne sont pas du tout clarifiés. Par exemple, vous allez parler dans des dîners, si vous questionnez effectivement les Français, de vous pour ou contre l'euthanasie, 80% vont vous dire oui, ou ils vont vous raconter, par exemple, sur France Culture, qui est quand même, on voit un médecin, une vidéo d'un médecin qui dit comme ça qu'il a débranché son ami, lui avait promis, etc. Et là, il y a des milliers de commentaires qui viennent dire formidable, voilà, cet homme est courageux, voilà pourquoi l'euthanasie est nécessaire. Or, il n'a fait qu'appliquer la loi des limitations à arrêt de traitement et l'autonomie de la personne qui avait demandé d'arrêter les traitements. Donc, vous voyez, il y a des confusions énorme, et donc on est en train là de débattre, et je trouve que c'est très important que la population française continue de discuter, et je vous remercie d'organiser ce débat pour clarifier ces situations. Moi, j'étais dans la plus grande confusion avant d'avoir cette clarification des 5 cas qu'a apporté Bruno Dalla Porta, et donc je crois que ce point est essentiel, informer, expliquer, et puis faire déjà obéir aux lois qui existent, c'est-à-dire nombre de médecins ne sont pas formés à l'antalgie, hein, je le dis. Hier encore, j'ai une amie de 80 ans, psychiatre, qui a un zona terrible, qui n'avait même pas de Laroxyl dans sa prescription, et croyez-moi, elle voulait mourir du fait de cette douleur. Donc il faut que les médecins soient formés à l'antalgie, il faut qu'ils soient formés en effet au respect de l'autonomie de la personne, de pouvoir décider qu'elle arrête ses traitements. Eh bien oui, c'est une obligation pour le médecin d'obéir à cela et d'organiser cette réunion collégiale avec tous les éléments qu'on vous a rappelés peut-être aujourd'hui, et de faire des bonnes pratiques. Ça me semble essentiel, mais je crois que la clarification des 5 cas me semble d'abord primordiale. Voilà. Monsieur Dalla Porta, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît ? Bon, ben, je continue. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, en fait, quand on dit aide à mourir, c'est un terme, M. Falorni disait que euthanasie crée de la confusion, mais ça crée un enfumage des Français total. C'est-à-dire que aide à mourir, 80% des Français sont pour l'aide à mourir. On se demande pourquoi ils ne sont pas 100%. En fait, ce qu'il faut voir, c'est comme tu le disais, Farouja, il y a 5 cas qui relient l'acte médical et la mort. Et c'est très important. C'est probablement le point le plus important pour poursuivre cette discussion entre nous. Je parle très vite, mais j'étais comme ça, je ne peux pas me ralentir. J'ai un problème de babine, en fait, je vais très vite. Donc il y a 5 cas, et c'est là que va se fonder tout le débat entre nous deux, ou nous trois. Premièrement, vous avez l'abstention. Vous ne transférez pas en réanimation une personne de 90 ans qui a le Covid, et vous accélérez la mort. Deuxièmement, vous avez l'analgésie ou l'antalgie puissante. Vous pouvez prescrire à une personne qui a des métastases osseuses hyperalgiques, des antalgiques, au risque d'accélérer la mort. Premièrement, abstention. Deuxièmement, antalgie. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle les limitations et arrêts de traitement. Je suis néphrologue, je travaille en dialyse. On peut arrêter un traitement vital, inutile et disproportionné au risque que la mort arrive. On peut arrêter la dialyse. Quatrièmement, vous avez le suicide assisté. Dans ce cas-là, c'est la personne qui va absorber un poison ou déclencher une perfusion. Et cinquièmement, vous avez l'euthanasie. C'est donc le médecin qui provoque délibérément la mort en injectant une substance létale. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'entre ces 5 cas, il y a un crescendo dans la gravité morale de l'acte. Abstention, analgésie, arrêt de traitement, suicide assisté, ça va crescendo. Euthanasie est plus lourd en termes d'intégrité morale pour celui qui le pratique qu'abstention. Et là, c'est là le point important. Il y a une discontinuité morale, en termes de philosophie morale et politique, entre le 1, 2, 3 et 4, 5. 1, 2, 3, abstention, analgésie, arrêt de traitement. La personne meurt du fait de la maladie, elle meurt du fait des choses. 4 et 5, c'est l'humain qui provoque quelque chose chez l'humain. C'est l'humain qui s'engage dans une action avec un humain. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'interdit de donner la mort, l'interdit du meurtre, l'interdit de donner la mort, l'interdit anthropologique, il est exactement entre le 1, 2, 3
et 4,5. Il est exactement là. Et donc, tous ces termes d'aide à mourir, tous ces débats écrasent le problème majeur parce que c'est très compliqué. Et quand vous regardez, en fait, comme tu le dis, si on fait un micro-trottoir, 90% des Français vont vous dire « je suis pour l'euthanasie » parce que c'est insupportable d'avoir des souffrances insupportables. Et donc, il faut l'euthanasie. Or, ils réclament le cas numéro 2, qui est l'analgésie, et qui est possible depuis 25 ans. Ou encore, ils vont dire c'est insupportable ce pouvoir abusif des médecins, il faut lutter contre le paternisme médical, je suis contre l'acharnement thérapeutique. Or, c'est les bonnes pratiques du cas numéro 3, limitation et arrêt de traitement. C'est-à-dire qu'on réclame à corps et à cri quelque chose qui existe depuis 20 ans. Même Macron, quand il est interviewé dans Libé la Croix, on lui dit alors aide à mourir, c'est bien une euthanasie ou un suicide assisté. Il dit non, non, pas du tout. Ça remonte au Conseil d'État, la norme supérieure, qui dit oui, c'est bien un suicide assisté ou une euthanasie. Donc tout ça, c'est pour dire que tout le débat, c'est qu'en fait, la Belgique est continuiste. Il considère que 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil du fait des résultats. Il meurt du fait du résultat, et que nous, on est hypocrite à vouloir chipoter sur le cas sur cette jonction 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, nous, on répond qu'on n'est pas hypocrite, on dit que cette limite est fragile et qu'il faut effectivement une procédure collégiale. Et donc, voilà, le problème, c'est qu'en réalité, ce terme « aide à mourir » enfume parce que ça fait tomber un universel symbolique, un universel moral, un inconditionnel, sans même s'en rendre compte. Et effectivement, quand vous parlez du fait, il y a 2-3 points sur lesquels je ne suis pas d'accord, mais ça, c'est pas ça qui est très important. Le plus important, ça va être continuous-discontinuous. Quand vous dites qu'il y a 2,5%, ça a monté de 16%, c'est 3,6% cette année en Belgique, sans compter les non-déclarations, vous êtes probablement à 4 ou 5%. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les chipotages de chiffres, mais c'est pour dire que le plus important, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux faire un commentaire de plus, Farouja. Juste pour dire qu'effectivement, en philosophie morale, c'est l'intention qui fonde la gravité morale d'un acte. 1, 2, 3, dans les cas 1, 2, 3, vous avez l'intention de soulager au risque que la mort survienne, alors que dans 4 et 5, vous avez l'intention de donner la mort pour soulager. Et l'intention, c'est ce qui fonde notre droit. Si tout à l'heure on tombe dans l'escalier, évidemment, ce ne sera pas du tout la même chose si la personne avait l'intention de vous faire tomber ou pas l'intention. Donc cette question de l'intention au regard de la prévision, c'est deux choses qui me semblent effectivement extrêmement importantes. Alors, j'entends bien les 1, 2, 3, 4, 5, et je vous donne la parole tout de suite. Mais en quoi la nouvelle loi va poser des problèmes sur le 1, 2, 3, 4, 5 ? C'est que la nouvelle loi, elle dit, depuis 20 ans, on a dit 1, 2, 3, OK, respect d'autonomie, respect du consentement, etc. Ce que vous dites sur l'inversion n'est pas juste, en fait, ça existe depuis 20 ans. Le médecin propose toutes les modalités thérapeutiques de façon libre et éclairée, et la personne consent, et le médecin exécute la demande du patient. Ça existe depuis 20 ans. Si vous ajoutez l'euthanasie, effectivement, vous appliquez cette mesure-là, mais vous ne changez rien sur la loi Kouchner de l'autonomie, ça ne change rien du tout, votre histoire. Donc en fait, le problème, c'est que depuis 20 ans, on a 1, 2, 3. Là, on se pose la question, est-ce qu'on va ouvrir la barrière ou pas? Est-ce qu'on ouvre la porte ou pas, comme l'ont fait plein de démocraties? Et donc, on va passer au 4, suicide assisté, avec exception sur le 5. Oui. Et donc, tout l'enjeu, c'est ça. Oui. Monsieur Damas, après on reviendra. J'ai pas compris la question, alors allez-y. Non, je voulais savoir. La loi va être votée, certainement. Je mets des points d'interrogation quand même. Hein. Oui. Et en quoi ça va bouleverser les choses que le 1, 2, 3 ou les 4 et 5 C'est qu'en fait, il y a des grandes lois symboliques universelles. La prohibition de l'inceste. Et là, je parle de l'impact du quotidien. C'est que vous faites tomber une loi universelle et symbolique qui protège les vulnérabilités à long terme. La question, c'est peut-on faire tomber l'interdit de donner la mort? Quelles conséquences pour les vulnérabilités à long terme? Et la question seconde, c'est peut-on légiférer l'exception dans une démocratie? C'est une question extrêmement importante et tout est basé sur la limite entre 1, 2, 3 et 4, 5. D'accord. François Damas. Alors, j'aimerais bien donner mon petit point de vue qui est parallèle à celui de M. de la Porta, mais qui est un peu inverse. Hein. C'est assez amusant quand même. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Alors, il y a une continuité. M. de la Porta a parfaitement pointé la philosophie belge, enfin la mienne en tout cas, qui ressort de l'expérience belge. Il y a une continuité, il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas de frontière entre le 1, 2, 3, 4, 5. Dans le 1, 2, 3, vous avez déjà la notion d'intention de mort portée par le médecin qui décide d'un arrêt de traitement. Mais non, ben oui. Mais si. Tout le débat est là, S'il vous plaît. Laissez François Damas continuer, on va évidemment continuer le débat. Laissez-moi développer mon point de vue, parce que c'est essentiel de comprendre que lorsque, comme anesthésiste réanimateur,
je décidais un jour d'arrêter un respirateur et je programmais le décès d'un patient, sachant qu'il fallait attendre le vendredi pour que la famille puisse revenir de l'étranger et pouvoir assister au décès du proche, je savais bien que ma décision d'arrêt de traitement était suivie rapidement dans les heures qui suivaient de la mort. La mort dépendait de ma décision médicale. Elle aurait pu être reportée d'une semaine ou deux, ou davantage peut-être. Mais le fait que ma décision d'arrêter un traitement de soutien de fonction vitale entraîne la mort ne peut pas, dans mon cas, m'empêcher de penser que je suis en partie responsable du décès et du moment du décès. Donc je dois assumer une certaine intention de mort. Et ça c'est essentiel. C'est essentiel. Enfin, c'est essentiel. C'est important. C'est important. Mais la décision, en réalité, elle est portée par une procédure de décision qui résulte d'une concertation transparente avec l'équipe médicale, avec la famille, avec le patient. Habituellement, il n'était pas plus capable de participer à la discussion, bien sûr, en réanimation, vous le comprenez. Mais il y avait une décision qui était le résultat d'une procédure de concertation qui faisait que mon intention de mort, effectivement, elle était accessoire et secondaire. Ferrodia Ossini. Je sais que vous voulez réagir après. Oui, absolument. Je crois qu'il faut distinguer, M. Damas. Mais lorsque, pour Vincent Lambert, par exemple, que vous connaissez tous, on décide d'arrêter l'alimentation-hydratation, on prend les cas exceptionnels. Effectivement, il va mourir de la décision d'arrêt de son alimentation-hydratation. Si on n'avait pas décidé cet arrêt, Vincent Lambert serait toujours en vie. Alors on va dire, on a laissé la procédure naturelle advenir en arrêtant son alimentation puisqu'il n'est plus capable de s'alimenter. Mais néanmoins, il y a de la part du docteur qui décide d'arrêter le fait qu'il doit assumer cette décision et les conséquences de cette décision. Et ça n'a pas été facile puisque ça a fait tous les étages des instances juridiques. Et je vous rappelle que ce genre de décision, au départ, lorsque les soins intensifs les services de réanimation ont été créés, qui sont aussi récents que les soins palliatifs, c'est des années 70 et 80 du siècle passé, excusez-moi pour le mot 70, mais c'était appelé euthanasie passive, ou appelé euthanasie indirecte. On employait ce mot qui était un mot interdit, et toutes les équipes médicales confrontées pour la première fois à une décision d'arrêt de traitement concernant un état végétatif comme Vincent Lambert, toutes, aussi bien aux États-Unis qu'en France, ont réagi de la même manière en disant « nous ne pouvons pas nous substituer à Dieu ». Ce qui veut dire donc que là, il a bien fallu, à un moment donné, pour assumer ce genre de décision, assumer le fait qu'on a bien une intention de mort. Et ça, ce n'est pas une invention. Et nous avons réussi à traverser ce genre d'obstacles et ce genre de pensées que j'estime pour moi parasites. Nous avons réussi à les traverser. De la même manière, lorsqu'on induit une sédation profonde et continue jusqu'au décès, je parle bien du terme utilisé par votre loi, une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je suis anesthésiste, je sais qu'une anesthésie profonde, c'est une anesthésie, c'est pas une sédation profonde, c'est une anesthésie. Quand je mène cette procédure de manière correcte, eh bien, j'induis une dépression respiratoire et je précipite la mort dans un certain nombre de cas. Alors, et je dois pouvoir assumer cette intention de mort pour que les choses se passent bien correctement pour le malade et pour sa famille. Parce que si je n'assume pas cette intention de mort, je vais évidemment m'interdire de pouvoir admettre que je précipite la fin. Alors j'utilise les doses les plus légères et les plus titrées, de manière à ce que les choses traînent et que, évidemment, ce qui est vécu par les familles sont souvent rapportés comme épouvantables parce qu'on voit la personne se réveiller, parce qu'elle a des mouvements, parce qu'elle a des gémissements, parce que ceci, parce que cela, parce que la sédation n'est pas profonde et continue. Alors, donc, je dois assumer une deuxième fois, une intention de mort pour que les choses se passent bien. Or, c'est encore une décision que je dois porter qui est accessoire et secondaire à une procédure de concertation
un processus de concertation et du fait en sorte que... Vous savez, on est dans un débat, il faut respecter aussi la parole de... Alors j'espère, oui, s'il vous plaît. Et donc je termine en disant... Non, c'est terminé. C'est terminé. Que le fait de faire accepter une euthanasie, ce n'est pas une décision qui m'appartient en propre, c'est une décision qui appartient au malade, et que le fait que je porte cette intention de mort, elle est aussi secondaire et accessoire à l'intention du malade et à sa décision propre. Merci. Alors, Ferroja Ossini pour... Alors, je crois qu'on reprécise en termes de philosophie morale la distinction entre intention et prévision. C'est très très différent, l'intention et la prévision. Dans les cas 1, 2, 3, vous avez l'intention de soulager avec la prévision que la mort va survenir. Dans les cas 4 et 5, vous avez l'intention de donner la mort avec la certitude, effectivement, qu'ils vont être soulagés. Intention et prévision sont distinctes. Si vous prenez l'exemple du président Eisenhower, quand il organise le débarquement sur les plages normandes, il a l'intention de libérer l'Europe de l'Allemagne nazie avec la prévision que tous les jeunes en première ligne vont mourir. Mais son intention n'est pas de les faire mourir. Donc vous voyez bien que intention et prévision, c'est un point extrêmement important du point de vue de la philosophie morale. Et les gens en réanimation sont pas bien, effectivement, parce que bien souvent, ils ne distinguent pas cela. Et en effet, en réanimation, je vous recommande d'ailleurs les recommandations de la SFAR qui viennent d'être publiées sur les limitations et arrêt de traitement. Et les choses sont claires. Quand elles sont bien faites, on parvient à distinguer l'intention de la prévision. Or, dernière chose, ce qui se passe en réanimation, c'est quand même une médecine de guerre. C'est comme ça que je l'appelle, et j'ai beaucoup d'amis en réanimation. Je peux comprendre qu'il y ait une pression sur les lits de réanimation pour faire entrer un jeune qui arrive avec un accident de moto, etc. Donc, ils ont une pression, effectivement, très, très importante. Pour autant, est-ce qu'on doit appliquer cela à toutes les autres spécialités? C'est là où se posent en effet de gros problèmes, parce que dans ce projet de loi où on nous dit que les critères seront stricts, on le sait, avec le temps, une fois le principe adopté, eh bien, les barrières tombent au fur et à mesure. C'est-à-dire, et ça, c'est un point très important parce qu'on ne le mentionne jamais. C'est-à-dire, c'est comme les petites astérix dans les contrats d'assurance. On ne vous dit pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est 18 ans. Pour l'instant, c'est cela. Et en effet, au bout de quelques années, eh ben, ça concerne des jeunes femmes qui ont des dépressions borderline et à qui on dit vous êtes incurable, alors que ça ne répond pas à notre clinique quotidienne. Voilà, donc ça, ce point, il me semble très important. Si vous voulez bien passer le micro à Christine Luvada, s'il vous plaît. Merci. C'est difficile de parler de ce sujet. C'est pour ça que en préambule de la journée, j'avais rappelé qu'il nous fallait être extrêmement humble quand on aborde ces questions. Et je voudrais le rappeler parce qu'effectivement, on est sur une espèce de crête. Et c'est extrêmement difficile de discuter de ces questions-là. Voilà, donc il faut cette immense humilité et puis également humanité. Alors là, on est très du côté du médecin, en fait, sur cette discussion. J'aimerais bien que Raphaël Gourevitch, c'est la première question, nous parle un peu de comment est le patient. Comment est celui qui va demander ce suicide assisté? Alors ensuite, je le dis déjà pour que vous le sachiez, Michael, je voudrais revenir avec François Damas sur des points précis, parce que j'ai vu que sur le premier débat de l'après-midi, on a un besoin de savoir un peu comment ça se passe en pratique, parce que cette loi, elle est presque là, et c'est là que Madame Vivien, je vous entends, elle est là. Il faut se préparer, je pense. Et c'est pour ça que je parle toujours de notre rôle ordinal, qui est de cadrer, d'évaluer, de cadrer, de protéger les médecins dans l'intérêt des patients. Mais donc j'aimerais ensuite, après que le docteur Gourevitch nous ait répondu, revenir sur des questions très précises, vraiment du pratico-pratique, dont les médecins français sont brillants, sont friands plutôt, et pas brillants là-dessus, puisqu'ils n'ont jamais expérimenté. C'est un lapsus, mais savoir un peu en pratique, parce qu'on a vraiment du mal à visualiser comment vous faites, en fait. Alors, d'abord, Raphaël Gourevitch. Oui, alors vous me posez la question parce que je suis psychiatre, j'imagine. C'est sûr que moi, gynéco, je ne vais pas arriver à y répondre.
Alors, avant de vous répondre, je vais quand même effectivement souligner que c'est vrai que les psychiatres ont été très peu interrogés au cours du travail préparatoire sur cette loi, et même ils ont été un peu écartés, alors peut-être volontairement, peut-être qu'ils ne voulaient pas s'en mêler, qu'ils avaient un peu peur de ce débat-là, mais aussi parce qu'ils ont été écartés, je crois, volontairement par les promoteurs de la loi, qui avaient dans l'idée qu'eux, ils s'adressaient, comme j'ai dit tout à l'heure, à des demandes raisonnables, raisonnées, motivées, entendables, alors que nous, on a affaire à des hurluberlus qui n'ont pas voix au chapitre. Je pense que, et tout à l'heure, les cheveux que je n'ai plus se sont dressés sur ma tête, quand j'entendais le député Falorni nous disant le suicide et le suicide assisté, ça n'a rien à voir. Si, ça a tout à voir. Il s'agit dans tous les cas d'une demande de mort, et quand on souffre, on a tous des idées de mort, et c'est comme ça que je vais répondre à votre question. On a tous des idées de mort passives au départ. Hein. Si la mort m'arrivait, ça pourrait être un soulagement. Et dans des situations pathologiques ou non, je pense que c'est des idées qu'on a tous pu traverser. Et puis ces idées de mort, parfois, elles deviennent actives. Peut-être que ce serait mieux si je me tuais. Et puis ces idées, elles deviennent des projets, et puis finalement, elles aboutissent à un passage à l'acte, abouti ou non. Je crois que ce mécanisme, il n'est pas différent dans le suicide assisté et dans le suicide tout venant. Si je puis dire, celui auquel moi j'ai affaire comme psychiatre. Ce que la loi va modifier, c'est qu'elle enferme les patients dans la demande telle qu'ils l'ont formulée de façon explicite, sans entendre l'implicite dont je parlais tout à l'heure, qui est « je voudrais souffrir moins, je voudrais être soulagé, je voudrais vivre mieux ». Une fois qu'on a fait la demande, qu'on a protocolisé quelque chose, c'est assez difficile de revenir en arrière, et on ne peut pas aller dans cette ambivalence qui est profondément humaine au fond. Hein. On ne peut pas aller de... alors moi aussi je vais prendre des numéros, hein, Bruno. 1, 2, 3, 4, là, entre les idées passives, actives, le projet et le passage à l'acte. On ne peut pas aller d'une étape à l'autre comme ça constamment, comme on le fait tous dans la vie normale et comme le font nos patients et les personnes qui souffrent en général. La loi, et en cela, elle est profondément, j'ose le terme, inhumaine parce qu'elle méconnaît l'ambivalence humaine. Elle méconnaît le fait qu'on peut avoir envie à certains moments et pas à d'autres. On a signé, on a fait le protocole, et je crois même que la loi, détrompez-moi si je dis une bêtise, prévoit que si jamais on renonce, il faut surtout qu'on donne un autre rendez-vous à la personne, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'elle oublie d'y passer. C'était prévu en tout cas. Ça a été dans les discussions. Pardon. Ça témoigne bien quand même d'un certain état d'esprit. Ça témoigne bien quand même d'un certain état d'esprit, et encore une fois, j'ose le terme, de l'inhumanité de ceux qui ont conçu la loi. Elle méconnaît, encore une fois, d'une part, l'implicite, la demande implicite qui est d'être soulagé, d'autre part l'ambivalence humaine, et puis aussi toutes les pressions, là aussi implicites, à la fois de la société et de l'entourage, qui sont intériorisées par chacun d'entre nous. Quand on est vieux, il vaut quand même mieux débarrasser le plancher. Alors, Anne-Vivien peut-être. Anne-Vivien. Non, moi je suis pas d'accord pour ce genre de prise de parole, parce que on n'est pas là pour réécrire la loi a priori. Hein, c'était pas ça l'objectif. La proposition de loi, elle est en principe sur la table des sénateurs, où elle devrait y être, et elle est écrite. Et nous, on n'est pas là ici pour réécrire cette loi et rediscuter tout ce qui a déjà été discuté depuis 3 ans, et avec des heures et des heures de consultation. On est là pour dire comment on va s'adapter à cette loi. Nous, en tant que médecins, je dis nous parce que même si j'exerce plus, je me sens tout à fait médecin, je me sens tout à fait concernée par vos questions et par vos réflexions. Donc, comment on va s'adapter à cette loi qui va arriver? Et donc, moi, je regrette beaucoup que vous repartiez sur des points de la loi, le point numéro tant, ceci, cela. Qu'est-ce qui a été prévu? En fait, c'était prévu dans un projet de loi qui n'a plus cours, ce n'est plus ça. Et que vous répondiez pas réellement à la question. Quel est le point commun entre la personne qui commet une tentative de suicide et celui qui demande à être assisté
dans un suicide qu'il réclame parce qu'il est atteint d'une maladie incurable à un stade avancé ou terminal qui entraîne des souffrances intolérables. Alors, Voilà ce que j'aimerais comme réponse. Je vais vous répondre. Le point commun, c'est qu'il est à bout de ressources psychologiques. C'est ça le point commun. Et qu'il y a toujours des soins à lui proposer. En tout cas, il est à bout de ressources psychologiques. Il demande à être soulagé. Et puis, on oublie une chose. On n'a pas prononcé une seule fois le mot depuis le début de la journée. On n'a pas prononcé le mot dépression. Ah bah tiens, il est pourtant question de suicide. Nous, psychiatres, nous sommes des acteurs essentiels quand même d'une politique nationale de prévention du suicide. Or là, cette loi, je regrette d'avoir à le dire, mais est une véritable campagne de promotion du suicide au contraire. Et parmi les risques de dépression et de suicide, les facteurs de risque de dépression et de suicide les plus majeurs, il y a le grand âge, l'isolement, la maladie chronique et la douleur chronique. Alors peut-être quand même qu'on pourrait interroger ou en tout cas s'interroger quand il y a une demande d'aide à mourir, comme vous dites, venant d'un patient âgé, souffrant, algique, souffrant d'une maladie chronique et incurable. Ah ben tiens, est-ce qu'il n'y aura pas une intervention psychologique ou psychiatrique à proposer ? Voilà le point commun, c'est qu'il est à bout de ressources psychologiques. Madame Levada, vous voulez intervenir ? Oui, non, je vous remercie de ces éclaircissements. Juste pour dire, Anne-Vivien, c'est pas parce que la loi est pratiquement votée, en tout cas la proposition de loi en première lecture a été adoptée, qu'on n'a pas à s'interroger. Justement, c'est pour bien prendre en charge nos patients qu'on a besoin des réflexions de chacun d'entre nous. Je pense que ça ne remet pas en question ce qui a avancé, parce que les évolutions sociétales sont celles-là et qu'on entend la demande de nos concitoyens. Et voilà, mais il n'empêche qu'il y aura encore des débats, même si cette loi est votée très prochainement en deuxième lecture, il va y avoir encore des débats parce que nous avons tous, nous les soignants, les médecins, besoin de savoir. Et c'est pour ça que je suis extrêmement, vraiment, je remercie François Damas d'être venu, parce qu'on a besoin aussi de savoir comment ça se passe. Et là, je reviens sur ce que je voulais vous demander, François. Alors, j'ai des questions très précises. On a parlé avec Monsieur Falorni de la collégialité. Est-ce que vous, la décision, elle est collégiale? Deuxième question, comment vous faites le choix entre le suicide assisté? C'est le patient qui vous dit « je préfère avaler la substance létale chez moi ». Quel produit vous avez, puisqu'on ne sait pas encore ce que l'HAS va recommander. Nous, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce que c'est le médecin de famille qui va chercher le produit à la pharmacie quand ça se passe au domicile? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Et quand ça se passe en service hospitalier, je voudrais savoir si c'est dans les mêmes unités que les unités de soins palliatifs. Est-ce que vous avez des maisons comme en Suisse, qu'on appellerait des maisons d'accompagnement. Et là, j'irai sur le risque de la financiarisation avec ce lobby qu'on sent arriver. Voilà. Donc, mes questions, c'est vraiment du pratico-pratique pour les médecins qui sont là. Et juste avant que vous répondiez, si vous avez des interrogations ou des questions, vous commencez à préparer vos questions-réponses et on interviendra juste après. Donc, je vais essayer vite de répondre à toutes ces questions en espérant ne pas les oublier toutes. Est-ce qu'il y a une discussion collégiale? La loi impose aux médecins qu'il rencontre son malade qui fait une demande d'euthanasie et qu'il s'assure que cette demande d'euthanasie est répétée dans le temps. Donc, il doit absolument rencontrer son malade à plusieurs reprises pour s'assurer que cette demande persiste. Il doit l'informer de toutes les conditions qui peuvent lui être fournies, et de son parcours, de son diagnostic et de son pronostic, et des traitements qui peuvent encore être fournis, et des soins palliatifs qui peuvent lui être proposés. Et donc, malgré si toute information, la personne persiste à vouloir une euthanasie et que le médecin pense qu'effectivement, il rentre dans les conditions légales, eh bien, à ce moment-là, il est obligé de demander l'avis d'un confrère. Et ce confrère doit venir rencontrer le patient, l'examiner, consulter le dossier et rendre un avis sur les conditions légales rencontrées ou non. Ceci dit, donc, au départ, il y a un véritable colloque singulier qui doit se construire, dans lequel la conviction de l'un doit être partagée par l'autre. Et donc, il
il y a vraiment un vrai cheminement. Bon, dans une grande majorité des demandes d'euthanasie, les choses sont claires. Ça concerne souvent un cancer en stade terminal, donc on ne s'arrache pas les cheveux pour savoir si ceci, cela. Mais il y a toute une série d'autres, néanmoins, de situations où les choses ne sont pas du tout claires. Et donc, de la part du médecin qui rencontre ce malade, il doit faire un travail de cheminement avec lui pour se convaincre qu'effectivement, c'est une solution qui peut être acceptée. Et donc, une fois qu'il a fait cette conviction lui-même, il doit demander l'avis d'un confrère pour voir s'il ne déraille pas, s'il est bien dans les clous. Et si la mort n'est pas prévisible à brève échéance, c'est-à-dire si la mort n'est pas prévisible dans l'année, une brève échéance en Belgique, selon la commission de contrôle, c'est une échéance qui se compte en jours, en semaines ou en mois. Donc 6 mois, 7 mois, 8 mois, pas un an en tout cas, oui, certainement pas au-delà. Et donc si l'échéance n'est pas brève, il faut demander l'avis d'un deuxième confrère, donc 3 médecins en tout. Un médecin qui est à ce moment-là un psychiatre ou un médecin vraiment spécialiste de la maladie de laquelle souffre le patient. Mais en plus d'élargir la réflexion à un autre médecin ou à un deuxième, le médecin est obligé d'en parler avec l'équipe soignante. Dans une procédure qui peut aboutir à une euthanasie, il y a toujours une équipe soignante, que ce soit à l'hôpital ou au domicile. Il y a des infirmières au domicile, il y a des kinés au domicile. Donc, ils doivent être informés, on doit pouvoir en discuter avec eux. Et puis, le médecin doit rencontrer la famille, évidemment. Un malade qui va mourir, et a fortiori quelqu'un qui va éventuellement programmer sa mort, il ne peut pas le faire sans prévenir sa famille. C'est vrai que la loi dit que le malade peut très bien dire au médecin, imposer au médecin de ne pas en parler avec sa famille, mais c'est une prérogative qu'on doit la respecter éventuellement, mais que personnellement je ne respecte jamais, parce que je convainc bien sûr le malade que ce n'est pas un bon scénario, ce n'est pas une bonne piste de suivre ce genre de choses, et que s'il veut protéger sa famille, c'est une illusion de suivre le fait de ne pas en parler. Il faut en parler. Et donc, on en parle. Vous imaginez bien que ça part dans toutes les directions. Surtout quand les familles sont multiples, tout le monde a son avis. Et donc, on prend, si la maladie laisse le temps, on prend le temps de construire un dernier parcours qui ait du sens pour le malade et pour sa famille. Et ce dernier parcours doit être construit. C'est ça l'essentiel, parce que c'est important de respecter la procédure légale, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de construire un dernier parcours qui ait du sens et qui permet d'arriver à un vrai dernier moment partagé de cérémonie d'adieu, d'un vrai dernier rituel de départ et de quelque chose qui grandisse psychiquement tous ceux qui y participent, aussi bien le malade lui-même que la famille et que le médecin qui en sort évidemment grandi et qui en sort avec des remerciements comme il n'a jamais reçus dans toute sa carrière médicale. Et c'est ça qui rend cet acte possible, évidemment. Mais c'est ça, un soin palliatif réussi. Quand vous avez réussi un soin palliatif, vous en sortez grandi aussi. Mais c'est la même chose pour une euthanasie. Et sur la question des médicaments, sur une la euthanasie question... une euthanasie bien conduite est un soin palliatif réussi. Alors, question des médicaments, mais il n'y a pas de mystère. Une euthanasie se réalise par l'induction d'une anesthésie générale. Donc, les médicaments utilisés, ce sont ceux d'un anesthésiste en salle d'opération. Donc, soit un barbiturique comme le thiobarbital, soit le propofol, propolipide autrement appelé, enfin, peu importe. Donc, c'est une induction d'anesthésie générale. Alors oui, si on fait ça par voie orale, parce que ça peut se faire par voie orale, c'est de la même substance, mais à une quantité bien plus importante que celle qu'on administre par voie intraveineuse. C'est aussi du thiobarbital par voie orale. J'ai une question que j'ai oublié de vous poser. Et est-ce qu'avant, dans les recommandations, je ne sais pas si vous n'avez pas une haute autorité de santé, mais est-ce qu'auparavant, juste au moment de la prise du produit létal, le patient... Il est prévu que le patient ait un hypnotique, soit dans un état... Est-ce qu'on lui conseille de boire un verre de whisky ? C'est souvent une question qu'on pose quand on n'a jamais vécu une euthanasie. Il faut pouvoir endormir le patient qui ne se rend pas compte, mais pas du tout. Il faut endormir le docteur. C'est le docteur qui doit prendre une pilule de sédation. Non. Le malade qui demande une euthanasie, avec cette construction d'un vrai parcours dans lequel on vérifie que la demande est bien réelle et persistante et authentique,
eh bien, le malade ne demande que ce dernier rendez-vous. Il arrive parfaitement serein, parfaitement apaisé, avec le sourire aux lèvres. Il n'a peur de rien. Il est content d'être là. Et c'est vraiment l'histoire de Confucius. Hein. Fais en sorte de mener ta vie pour que le jour de ta mort, tu sois toi qui ris et tout le monde pleure autour de toi. C'est ça qui se passe. Le malade est heureux de pouvoir être entouré par sa famille, par sa dernière cérémonie qui va lui être fournie. Il est heureux d'avoir été reconnu dans son choix, que son choix a été validé non seulement par un médecin, mais aussi par ses proches. Et il part avec le sourire aux lèvres. Et donc, il n'est pas nécessaire de pré-narcoser quelqu'un qui va être euthanasié, comme on pré-narcosait avant une anesthésie générale. Et bon, les recommandations officielles, si vous allez lire, c'est toujours effectivement midazolam, thiobarbital, curare. C'est ça qui c'est marqué dans les papiers officiels. Je ne vais pas m'élever tout seul contre les papiers officiels. Mais moi, comme anesthésiste, j'utilise un anesthésiant, point barre. Je n'utilise ni de prénarcose, ni de sédation à avance, et ni de curare, parce que ça ne sert à rien. Si vous endormez correctement votre patient à dose suffisante, on n'est pas besoin de curare. Voilà, bon. Mais chacun un peu, j'ai interrogé les confrères, chacun un peu sa sauce, effectivement. Alors, Ferro Giaussini et M. Delaporta reprend les questions de la salle, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, j'avais vu le film Les mots de la fin, qui est effectivement coproduit par la DMD en partie, où vous intervenez, Monsieur Damas. Et effectivement, à un moment, on voit un monsieur qui vient et il a changé d'avis lors de la consultation. Et vous lui demandez, mais pour quelle raison il a changé d'avis? Il est accompagné de son neveu, si ma mémoire est bonne. Et le vieux monsieur répond, j'ai rencontré une psy. Alors, d'abord, je trouve ça formidable qu'on puisse rencontrer des psys facilement en Belgique, parce qu'ici en France, c'est devenu très compliqué. Je ne sais pas hein, si vous y arrivez, mais essayez demain de prendre rendez-vous rapidement avec un psy. Ça risque d'être en CMP, vous n'aurez pas de place avant 3 ou 6 mois. Chez un psy libéral, il vous faudra soit quelqu'un qui connaît quelqu'un pour vous trouver la personne, soit avoir une super mutuelle, etc. Donc c'est devenu quand même très très compliqué. Aujourd'hui, 2025, c'est l'année de la santé mentale, comme vous le savez. Et alors, vous savez peut-être pas, mais quand on a une pathologie psychiatrique, on a 4 fois plus de risques d'avoir une maladie somatique grave et incurable pour plein de raisons, pour la difficulté d'accès aux soins, pour les médicaments comme le lithium qui peuvent entraîner des insuffisances rénales terminales, pour donc maladies graves, incurables, et d'autres comorbidités, hein, l'alcool, le surpoids, etc., etc. Et donc, l'autre problème, si vous voulez, c'est que ce sont des maladies qui sont donc collées l'une à l'autre, hein, au point que si vous aggravez la maladie psychique, vous aggravez la maladie somatique du fait de la question des soins, etc. Si bien qu'aujourd'hui, on manque de psychiatres, on est en difficulté pour avoir accès à des soins psychiatriques, donc vous accélérez votre maladie grave et incurable, et vous accélérez cet accès à l'euthanasie. Donc nous, psychiatres, on n'est quand même pas très très contents que l'une des premières mesures en santé mentale qu'on nous propose, c'est cette chose. Et puis après, je donne la parole. La dernière chose, enfin, c'est que notre expérience de clinicien est qu'on ne peut jamais être sûr qu'une demande de mort est à 100% une demande de mort. On n'est pas en train de dire que nous savons mieux que la personne qui est en face de nous. On est en train de dire qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui est compliqué à entendre aujourd'hui. C'est qu'on ne peut pas être sûr à 100%. On a pris l'exemple de l'Oregon tout à l'heure pour dire que ces personnes, elles ont fait un protocole pour être sûr à 100% que quand on leur remet la kill pill, la pilule tueuse, on soit sûr à 100% qu'ils la veuillent vraiment. Eh bien, un tiers d'entre eux ne la prend pas. C'est donc qu'on ne peut pas être sûr à 100% de ça. On veut absolument maîtriser cette chose, mais il y a de l'immaîtrisable, il y a de l'ambivalence, il y a des zones d'ombre, et ça, on ne veut pas en entendre parler. Enfin, et c'est le post-scriptum, il ne faut pas oublier que nous avons des motions agressives
vis-à-vis des personnes vulnérables. Quiconque s'est occupé de quelqu'un qui va très très mal, quotidiennement, etc., a au fond de lui, plus ou moins consciemment, l'envie que ça se termine. Si on est assez honnête avec soi-même pour l'avoir fait, pour l'avoir vécu avec des proches ou avec des patients, ça nous traverse. Or, l'interdit de donner la mort nous rend créatifs, nous permet d'inventer des choses. C'est ça la question. L'interdit va nous permettre d'inventer des conduites de détour pour d'autres propositions. Et je reviens sur votre film. À un moment, il y a un staff où on discute de l'indication d'euthanasie et il y a une pneumologue qui dit « Ah non, non, en tout cas, pas pour l'indication de pneumologie ». Donc elle pose un interdit, elle dit non, et elle dit ensuite « Mais je vais quand même appeler l'assistante sociale parce que je crois que cette dame, elle trouve invivable le voisinage, elle n'en peut plus, etc. etc. » Essayez de trouver une assistante sociale encore disponible dans nos services. Tenez bon. Ok. C'est de la Porta et puis... non. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur ou madame, je ne vois pas très bien au loin. Monsieur. Merci. Merci. Étienne Jarosset, je suis médecin en unité de soins palliatifs. Tout d'abord, je regrette un petit peu que cette dernière table ronde ait été aussi nerveuse et polarisée. Je trouve que la journée s'était bien passée. On a senti que ça a un petit peu chauffé. C'est dommage je trouve en plus avec la présence de philosophes à l'estrade que ça a été aussi polarisé. Sur la question de l'intention, moi je vis quotidiennement ce flou que vous décrivez, Monsieur Damas, et je serais bien incapable d'assurer que mon intention est parfaitement claire à chaque fois qu'on prend une décision ou de sédation, ou d'abstention, ou de quoi que ce soit. Donc, et en plus, vous venez de dire que l'intention chez le malade n'est pas claire, elle. Donc, comment serait-elle claire chez le médecin? C'est ma première réflexion. L'autre réflexion que j'ai eue, c'est que j'ai pu, à l'occasion, lire dans des papiers sur le sujet, écrits par des psychiatres, la notion que j'ai découverte de suicide rationnel, que je ne connaissais absolument pas, qui est quelque chose d'assez ancien, a priori, hein, je pense, dans l'histoire de la psychiatrie. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot, parce que vous disiez que globalement, il n'y a pas de dichotomie entre ceux qui voudraient un suicide bien construit, rationnel, etc., et les malades mentaux qui, eux, voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle comme notion et si vous pouvez... Alors, ce que je vous propose, c'est M. Damas peut-être sur l'intention claire et après M. Gourevitch sur la question du suicide. Alors vous avez raison, hein, les intentions sont très difficiles à disséquer, hein. Et donc, je me repose toujours sur le respect des procédures et des protocoles et le temps qui répond aux questions qu'on se pose. Il faut se donner le temps, il faut accompagner. Et très régulièrement, les personnes qui font des demandes d'euthanasie, elles viennent simplement pour s'informer. Et puis, le temps faisant, leur désir s'en va. Elles ne reviennent plus me voir, elles ne reviennent plus voir leur médecin traitant. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur 10 personnes qui viennent à ma consultation, je tiens une consultation sur la fin de vie depuis maintenant une dizaine d'années. Je reçois à peu près 450 personnes par an à cette consultation. C'est pas banal quand même. Donc ça existe des gens qui viennent parler de leur fin de vie. C'est pas un thème impossible à aborder, mais n'aboutissent pas à une euthanasie. Hein. Même si le thème principal c'est quand même l'euthanasie. Toutes ces personnes qui viennent me parler n'aboutissent pas à une euthanasie, loin s'en faut. Et donc, il y a du temps, des procédures, des protocoles à suivre, et c'est ça qui consolide le parcours. C'est ça qui consolide, pour finir, la dernière décision, le dernier acte qui, grâce à ce cheminement commun, cette co-construction entre un malade et son médecin, qui rend l'acte possible en le désignant effectivement comme un véritable dernier acte de soin. Sinon, effectivement, on peut le considérer comme un assassinat, je suis d'accord, si on faisait ça n'importe comment, effectivement. Monsieur Gourevitch, sur la question qui a été posée sur le suicide rationnel. Oui, d'abord, moi je ne regrette pas que ça ait chauffé. Je trouve que c'est bien quand il y a un débat et quand on a des arguments, on n'est pas obligé de répondre de façon nuancée, il faut répondre de façon argumentée. Mais si les conclusions sont claires, pourquoi pas parler avec clarté. Moi je ne suis pas pour, et puis ce serait un peu une caricature de psychiatre de répondre à des questions par des questions. Donc j'approuve plutôt. Sur le suicide rationnel,
Moi, je ne connais pas. Alors peut-être que c'est une autre façon de dire suicide socratique, suicide philosophique, c'est peut-être un peu la même chose. Hein. Voilà. Je pense que c'est une question piège. Comme je l'ai dit, je crois que c'est très difficile de faire la distinction. Et c'est probablement ça qui fait aussi que les psychiatres ne sont pas très au clair sur le fait de savoir s'il faut ou pas demander une évaluation psychiatrique systématique. Les indices, ce sera l'occasion de découvrir des déprimés. Et encore une fois, la question a été complètement évacuée du débat parlementaire. Mais quand même, quand on est âgé, algique, polypathologique, il y a de fortes, et qu'on a une maladie incurable, il y a de fortes chances qu'on soit déprimé. Hein. Les centres de cancérologie regorgent de patients déprimés non traités. Parce qu'ils sont rationalisés, c'est bien normal d'être comme ça. Donc les indices, ce serait bien de pouvoir dépister ça et puis de proposer des soins. Les autres disant, mais oui, mais quand on n'en proposera pas, ça veut dire qu'on validera et que finalement on participera à un processus auquel on n'a pas envie de participer. Donc je pense que c'est un peu ça la question piège qui est posée. Et puis, puisque j'ai la parole, j'en profite, je fais comme mes collègues, c'est probablement la dernière fois que je parle. Encore une fois, je pense que le risque de cette loi, c'est alors qu'il y a une politique nationale de prévention du suicide, cette loi porte en elle une véritable promotion et même glorification du suicide, qui est présentée comme une solution noble, digne, qui s'oppose à des soins qui sont forcément dégradants et à une fin de vie dans le pipi qui ne mérite pas d'être vécu, alors que, encore une fois, les patients dont on parle sont probablement... ils mériteraient en tout cas de poser la question de savoir s'ils sont pas déprimés. Et puis, je voudrais quand même attirer l'attention sur, je parle même pas de dérive, mais d'une évolution inéluctable, qui est celle de l'élargissement progressif des indications. Hein. Aujourd'hui, on nous présente, pour nous rassurer, des malades triés sur le volet, mais on sait bien que, puisque c'est un droit, ça va s'élargir, et que ce sera bientôt tous les malades chroniques, et puis bientôt, finalement, même pas les malades, mais les personnes qui auront pris la décision. Et sans vouloir faire de politique fiction, je pense que dans 2 ou 3 générations, ce sera une façon normale de mourir, ce sera une façon normale de réguler la population dans les EHPAD, et encore chez nous où il y a des soins possibles. Je ne sais pas vers quelle catastrophe on se dirige, vers les pays du tiers-monde où il n'y a pas de soins et où ce sera quand même plus économique d'en finir comme ça. Je voudrais dire encore 2 ou 3 dernières choses. Comme je le disais, je pense que la vraie priorité d'une politique de santé, ça doit être l'accès aux soins. Et comme je l'ai dit ce matin, pas seulement aux soins palliatifs. Je pense qu'on a besoin de soins dans toutes les maladies chroniques, on a besoin de soins antalgiques, on a évidemment besoin de soins psychologiques et psychiatriques. Et ça, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'y avoir accès. Donc je suis vraiment très mal à l'aise avec cette idée de proposer la mort alors qu'on n'a même pas pu proposer des soins, avec des délais d'ailleurs qui sont vraiment ridiculement différents dans un cas comme dans l'autre. Il y a des centres de soins palliatifs ou des centres médico-psychologiques qui répondent « on ne prend pas de nouveaux patients », alors que là, il faudra répondre dans les 15 jours. Donc je suis vraiment très mal à l'aise avec ça. Voilà, je pense, j'ai déjà dit que c'était une loi, à mon avis, inhumaine, parce qu'elle méconnaît l'humanité qui est en chacun d'entre nous. Je pense aussi que c'est une loi rétrograde, parce que je crois qu'elle repose sur une vision de la mort qui date des années 80, quand on mourait n'importe comment, et dans la honte du sida, par exemple. Et je crois qu'elle méconnaît les progrès qui ont été faits depuis, notamment en soins palliatifs, mais pas seulement. Et enfin, puisque j'ai le micro, je fais comme tout à l'heure, Monsieur Damas, je le garde. Je crois que dans un monde du soin en général qui est en plein marasme actuellement, je pense que cette perte de repères est vraiment, vraiment dangereuse. Je pense qu'on a besoin non pas d'une loi de la mort et du désespoir, mais plutôt d'une loi du soin et de l'espoir. Merci. Anne-Vivien, vous vouliez peut-être oui, je voudrais préciser quand même sur ces projection de ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans. On ne sera plus là, ni vous ni nous. Bon, alors, moi je vais vous dire une chose. Tout ça, ce sont des projections que vous faites, des prévisions que vous ne pourrez pas vérifier. La loi est faite pour l'avenir et pour le collectif, pas pour l'individu et pour le présent. Bon, moi, je vous parle de ce qui se passe actuellement en France. Toutes les projections qui ont été faites, à partir du moment
où le Comité consultatif national d'éthique a dit qu'il y avait une voie pour l'application éthique d'une aide à mourir dans certaines circonstances bien définies, partent du principe vérifié depuis des années, dit dans toutes les conclusions, qu'on meurt mal en France. Et ça continue à être le cas. Alors peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, on mourra trop facilement en France. En tout cas, pour l'instant, on meurt encore mal en France. Et est-ce que, pour des projections incertaines dans 20 ans, dans 30 ans, qui de toute façon dépendront de lois démocratiques, comme nous l'a dit M. Falorni, on va pour l'instant complètement ignorer, mépriser, laisser de côté les malades qui ne sont pas pris en compte par la loi actuelle. Et on continue à mal mourir en France. La preuve en est absolument certaine. Plusieurs centaines de Français préfèrent s'expatrier en Suisse ou en Belgique pour mourir que de mourir en France. Voilà. On verra l'impact de la loi, bien entendu. Bruno Della Porta, quelques minutes vraiment, et après, Madame Louis Vadac aura la table. Donc, on meurt mal en France, c'est vrai. Il faut reconnaître que la question est une bonne question. Est-ce que la réponse euthanasique est la bonne? C'est un autre problème. Ensuite, là, quand j'entends parler Anne Vivien et François Damas, finalement, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, effectivement, c'est caricatural, hein. Est-ce qu'on garde la porte bien fermée, ou est-ce qu'on l'entrouvre en sachant qu'au bout de 20 ans, la porte entrouverte finit grande ouverte? Et là, on a quand même des retours des pays, des Pays-Bas, etc., qui le montrent, premièrement. Deuxièmement, on s'aperçoit que c'est récit contre récit. En fait, François Damas est continuiste, il ne met pas de limite. Donc, quand on fait la remarque que c'est très caricatural et très opposé, oui, je revendique le fait que c'est tout blanc ou tout noir. Est-ce qu'on légifère cette exception ou est-ce qu'on ne la légifère pas? C'est récit contre récit. On s'aperçoit que les deux personnes qui sont favorables ont des très bons arguments à 100%. Ils focalisent sur l'exception, sur l'individu. Ils focalisent sur l'individu et ils oublient, comme tu disais, le collectif, notre monde commun, non pas présent mais futur. Ils focalisent sur le court terme, il faut s'adapter. En fait, la vraie question, c'est le long terme. La vraie question, c'est peut-on légiférer l'exception pour une grande loi symbolique universelle, en sachant qu'il n'y a que deux solutions. Soit vous maintenez un principe universel, ne pas mentir, mais on sait très bien qu'on va le transgresser. Un principe est fait pour être transgressé. La transgression n'est pas un problème. Moi, je n'ai pas de problème pour quelqu'un qui a volé parce qu'il n'avait pas de quoi manger, ou quelqu'un qui a fait une euthanasie ne me pose aucun problème. Le problème, c'est est-ce qu'une démocratie protocolise une transgression? Est-ce qu'une démocratie protocolise la transgression? C'est-à-dire, soit on maintient le principe universel en sachant qu'il y aura des zones grises, soit on fait tomber la loi universelle en disant on la protocolise. Donc on a deux points de vue différents, l'exception versus le collectif, le court terme versus le long terme, avec les enjeux économiques, avec les problèmes de turbulence qui arrivent. Et puis dernière chose, les valeurs du soin, à mon avis, c'est la fine pointe de notre humanité, les valeurs du soin. Et ça demande un inconditionnel universel et symbolique pour s'orienter. Et je ne pense pas que les valeurs du soin se situent à la pointe d'une seringue. Voilà, merci beaucoup. Christine Wivada, il vous revient le soin de conclure cette journée. On va terminer cette journée. Effectivement, ce débat était évidemment celui qui était le plus peut-être clivant et le plus difficile. C'est pour ça que je vous remercie à tous d'avoir participé avec vos opinions. Et comme tu l'as dit, Bruno, tous les arguments sont audibles et entendables. Et on voit bien comment on peut se placer par rapport à l'individu, à la collectivité, dans cette continuité. Mais je crois qu'on a beaucoup à apprendre encore, à réfléchir. Cette loi, elle va suivre son cheminement. On nous a parlé tout à l'heure d'un référendum, hein, Olivier Falorni. Si jamais elle n'était pas votée en deuxième lecture. Donc il va falloir quand même l'appréhender. Et nous, ordinaux, encore une fois, ce que l'on souhaite et ce que l'on doit faire, c'est vraiment
cadrer son application. Parce que telle qu'elle est rédigée, et là, François, c'est pas ton histoire, hein, et peut-être que la loi belge est beaucoup mieux cadrée, mais là, c'est vrai que quand tu dis comment peut-on légiférer sur l'exception, surtout dans cette idée d'une euthanasie d'exception, qui ne satisfait pas d'ailleurs ceux qui sont favorables à l'euthanasie. Hein. On a entendu Valérie Mesnage, ce terme d'euthanasie d'exception parce que les mots ne conviennent pas, c'est comme l'aide à mourir, etc. Tout ça, ça va devoir être reprécisé parce que pour nous, ordinaux, c'est absolument... ça crée des zones d'ombre, des zones qui peuvent vraiment insécuriser la pratique des médecins au détriment de nos patients. Donc on a vraiment un très très gros travail. Ce débat, ce n'est pas le dernier que l'on va mener, on va encore continuer à réfléchir tous ensemble pour arriver à faire en sorte que notre exercice soit parfaitement sécurisé, qu'on ne se retrouve pas, nous médecins, devant les chambres disciplinaires avec des plaintes parce qu'on on aura très bien fait, mais il y aura quand même la possibilité de la plainte qui arrive très vite. Voilà. Donc une grande protection. Nous, on demande des mesures de protection pour les médecins qui voudraient participer à ces procédures. Et puis, on demande, avant d'avancer, d'avoir déjà un retour sur comment ça va se faire. Donc, on a vraiment encore beaucoup de travail et j'espère qu'on va le continuer tous ensemble. Merci à tous les 6, merci. Et encore une fois, merci à vous pour votre participation et à bientôt pour les débats de l'ordre. À très vite.